Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est très heureux avec Jean-Marie Bordry de vous accueillir. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir mon cher Philippe. Allez, en forme ? En forme, en pleine forme. Écoutez, aussi en forme qu'une marque qui fête ses 130 ans et qu'on va mettre à l'honneur ce soir dans les vraies voix qui font rouler la France. Si je vous dis Skoda, si je vous dis la voiture électrique la plus vendue d'Europe, eh bien vous savez que je parle de cette marque tchèque. On va recevoir son patron français ce soir et on est ravis de l'accueillir, Philippe. Ensuite, on parlera du contrôle technique. Doit-il devenir annuel ? Oui, parce qu'a priori c'est dans les tuyaux au niveau de l'Europe. On en parlera avec Jorel Sanseigne, responsable du métier contrôle technique chez Mobiliance. Ça vous va ou pas, vous d'y passer tous les ans ? Moi ça va, il a été fait le mois dernier, mais ça fait quand même un peu beaucoup. Je viens de prendre rendez-vous pendant 2 semaines avant les vacances. Même pas le mois dernier, si c'était mi-mai, exactement. Ça peut servir, exactement. Et puis on va parler des ZFE, les zones à faible émission. Vous saurez que les artisans de l'automobile ne baissent pas la garde. Oui, les députés ont voté sa suppression, mais attention, les ZFE pourraient revenir par la fenêtre. C'est pour ça qu'on va en parler avec le président de la Fédération nationale de l'automobile juste à la fin de cette émission. Mais avant ça, 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio. Et nous avons Olivier de Melun. Bonsoir Olivier. Ça va Bonsoir, Olivier ? monsieur. Bon Olivier, je suis désolé, je vous accueille sur une mauvaise nouvelle, chose promise, chose due malheureusement. Loïs Boisson vient de s'incliner en demi-finale à Roland-Garros, 6-1, 6-2, ça aurait été expéditif. C'est l'américaine Coco Gauff qui ira en finale. Pardon de vous accueillir comme ça Olivier. Au moins, elle nous a fait rêver, merci à elle. Ouais, et bravo. Alors, vous, ce qui vous fait pas rêver, c'est la Alors, Jésus multipliait les pains, là on multiplie les voitures radars sur les routes et c'est nettement moins sympathique et vous avez envie de pousser un coup de gueule. Oui, et pour plein de raisons. La première, c'est que quand vous allez sur Internet et que vous tapez quelles sont les causes de mortalité d'accidents de la route, c'est très compliqué d'y voir clair parce que les choses sont mélangées. Le premier qui arrive la première raison qui arrive, c'est la vitesse. Ok, donc acte, c'est la vitesse, donc il faut mettre des radars, pourquoi pas. Mais après, c'est l'alcool, les produits stupéfiants. Et personne ne dit sur les statistiques si les mecs qui roulent vite sont les mecs qui ont bu, ou les gens, comme dans mon cas, qui prennent la voiture en étant dans un état de sobriété correct, total, et qui du coup arrivent quand même à conduire à peu près correctement. Et c'est là que se trouve, à mon avis, une des deux injustices. Moi, j'ai l'impression qu'on paye pour les gens qui font des conneries. On paye tous collectivement pour des gens qui ont des comportements déviants. Mais est-ce que vous trouvez pas ça dingue ? Vous habitez Melun, je connais très bien l'autoroute A6 pour l'avoir prise tous les jours pendant plusieurs années. Vous voyez des gens qui sautent les 3 fils sans clignotant à grande vitesse. Eux, ils ont jamais un problème. Par contre, vous passez un tout petit peu trop vite avant le radar qui vous conduit à la francilienne et là, boum, bingo, 3 jours après, dans la boîte aux lettres, vous avez un PV. Alors, vous soulevez un truc vachement intéressant, c'est le 3 jours après. C'est fréquent. Il est insupportable de savoir qu'on a été flashé 3 semaines après, parce que vous dites 3 jours, mais c'est jamais 3 jours. Ah si, ça peut arriver, c'est du vécu. Oui. Ok, alors vous avez de la chance parce que c'est moins pire. Mais de savoir au bout d'un mois qu'on reçoit une amende parce qu'on est passé à un endroit. Alors si vous n'y passez qu'une fois, ça va. Mais si vous êtes passé 44 fois parce que c'est un nouveau trajet et que vous savez pas qu'il y a un radar et que vous êtes pris pour 2 km/h de dépassement de vitesse autorisée, c'est juste insupportable. Ça moi je trouve c'est un des trucs qui rend la chose difficile. Mais vraiment j'insiste sur le fait que quand vous regardez sur les statistiques, on vous parle d'alcool, on vous parle de jeunesse, on vous parle de stupéfiants, on vous parle de jeunes, ce qui souvent englobe les trois. C'est un jeune sous stupéfiant et qui a bu un petit peu qui se retrouve à avoir un accident. Alors évidemment lui il y a un accident en excès de vitesse. Mais pour le coup, moi qui dépasse de 3 km/h, vous parliez effectivement de la région de Melun. Melun-Paris, aller-retour, il y a 6 radars fixes. Oui. Même si vous faites super attention, comme moi j'ai fait l'aller-retour pendant des années, un jour vous êtes à 96, vous êtes à 92. Eh ben vous prenez 35 balles ou 135 balles. Sachant que on peut rappeler, Olivier, s'il y a marqué excès de vitesse de 3 km, c'est ce qu'on retranche après avoir calculé la marge d'erreur et avoir baissé. Donc vous êtes un peu plus de 3. J'ai compris que c'était pas énorme. Je suis à 97. Mais la question c'est comment vous faites quand vous faites un trajet régulier tous les jours pour être sans arrêt à la bonne vitesse, sachant que parfois il y a strictement personne. C'est le seul truc qu'on n'adapte pas, par exemple. Merci beaucoup Olivier de Melun. Bah écoutez, en tout cas, soyez prudents sur la route, Olivier. Surtout, bon courage si vous n'êtes pas encore rentré. Et puis vous tous, n'oubliez pas quand même, soyez prudents et respectez les limitations de vitesse. C'est toujours le plus important et c'est la meilleure manière d'arriver en bonne santé. À tout de suite, Philippe. Oui, on va recevoir Julien Bessière, directeur de Skoda France. Restez bien avec
avec nous dans les vraies voix qui font rouler la France de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Retour des vraies voix qui font rouler la France en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours avec vous, plaisir. Et notre invité ce soir est Julien Bessières, directeur de Skoda France. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Bon, faut que je commence par une question. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que sachez-le, mon cher Julien Bessières, vous êtes le directeur de Skoda France et à cause de vous, on s'est chamaillé avec Philippe David toute la semaine. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, il arrête pas de dire Skoda, et moi, je dis Skoda. Alors, je sais que les Tchèques disent Skoda, les Français disent Skoda. Je voudrais savoir ce qu'on dit chez Skoda France. On dit ce qu'on a envie de dire, en réalité. Voilà, au moins, vous avez une neutralité, non pas tchèque, mais quasi helvétique, là. Alors, on va essayer de rester corporate, comme on dit dans le jargon, mais alors, c'est vrai que la prononciation, la vraie prononciation, c'est Skoda, parce qu'il y a ce fameux accent, et au-dessus du S. Au-dessus du S, effectivement. Et on dit Skoda. Mais dans nos communications, et pour qu'effectivement, par exemple, les téléspectateurs qui voient nos publicités ou qui entendent nos pubs radio, on dit Skoda. On est autorisé par notre maison mère à dire Skoda, à le franciser un petit peu. Donc voilà, on n'est pas... On appellera ça une licence poétique. Mais on vous remercie de nous l'accorder. On a compté, me perdra, on est à 55 ans. Voilà, 130 ans. 130 ans cette année pour Skoda. C'est une marque ancienne. C'est une marque fleuron aussi de la révolution industrielle en Europe qui a eu un certain nombre de vies. D'abord, comment vous allez le fêter cet anniversaire? Comment vous l'aurez fêté cette année, cet anniversaire? Comment vous le résumez? On l'a fêté d'abord en honorant la marque avec de super résultats commerciaux. Ouais. Ça commence par là. Et puis on l'a fêté à travers différents événements sympas. On était présent à Rétromobile, par exemple. On a effectivement exposé pratiquement nos 130 ans d'histoire, 130 ans qu'on commençait dans un garage en République tchèque. Et ironie de l'histoire, cette histoire, elle a commencé avec le vélo, avec les deux pères fondateurs, Václav Lorin et Václav Klement, qui ont commencé par construire des vélos. Et c'est pour ça qu'on va boucler la grande boucle à la fin de cette émission, puisque vous serez encore un des partenaires majeurs du Tour de France. Absolument. Et notamment du maillot vert, celui du meilleur sprinter. On vous demandera d'ailleurs qui est votre favori pour le maillot vert, tant qu'à faire. Ben oui, non, mais ce serait dommage d'être venu sans pronostic quand même. Alors, en électrique, le L-Rock est le modèle le plus vendu en Europe en avril. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Je crois qu'L-Rock, c'est simplement une voiture qui est bien née. C'est une voiture électrique qui est bien née. C'est une voiture, je le rappelle, c'est un SUV de 4,50 m, 100% électrique, donc qui répond parfaitement aux besoins de tout le monde, des familles, des entreprises. C'est une voiture aussi qui a trouvé un positionnement prix excellent partout en Europe et en France, qui prouve aussi qu'un véhicule électrique, finalement, lorsqu'il est bien positionné dès son départ, qu'il est au bon prix, il trouve son public facilement. Et donc, voilà, le succès d'L-Rock partout en Europe, il est là. Alors, vous l'avez dit, il est effectivement premier véhicule électrique immatriculé en Europe en avril. Je tiens à vous dire aussi qu'il est le 6e véhicule et premier véhicule importé en France. Au mois de mai. Importé parce qu'il est fabriqué où d'ailleurs? Il est fabriqué en République tchèque. En République tchèque, dans les usines historiques. Exactement. De Mlada Boleslav, c'est ça. Alors, parmi les changements chez Skoda France, vous voyez, je fais attention, se trouve la simplification de la gamme. Alors, on avait connu le choc de simplification, mais c'était autre chose. En quoi ça consiste, la simplification de la gamme? La simplification de la gamme, ça consiste d'abord à donner de la visibilité aux clients, parce qu'effectivement, on était parti effectivement dans des gammes parfois un peu complexes, avec beaucoup de packs d'options à rajouter pour avoir le véhicule qui corresponde le mieux à ses besoins. Et la simplification de la gamme, elle a consisté au cours de ces dernières années à repenser toutes nos gammes de A à Z sur toutes les berlines, avec des finitions intelligentes, avec le contenu d'équipement finalement qui correspondent aux besoins de chacun, et puis effectivement pour éviter d'avoir des espèces d'arborescences incompréhensibles pour le consommateur et aussi pour les équipes de vente, et d'avoir finalement une logique de pack où on propose des véhicules simples. Donc on continue, puisque là par exemple on est en train d'introduire une nouvelle version, une nouvelle finition qui va s'appeler Clever, tout simplement, avec beaucoup d'équipements, et puis effectivement le fait que le consommateur soit pas en train de monter des puzzles en permanence pour avoir finalement des finitions qui correspondent vraiment à ses besoins. Alors on peut parler d'ailleurs de ces nouvelles gammes, parce que vous êtes en train de refaire toute votre gamme quasiment, vous l'avez affiné. C'est quoi la ligne directrice de ces changements?
La ligne directrice de ces changements, c'est finalement de dire voilà, on offre des finitions intermédiaires avec beaucoup d'équipements pour un avantage client. Il ne s'agit pas de faire payer la somme finalement des options individuelles, mais de dire voilà, on va vous offrir une caméra de recul, on va vous offrir beaucoup de choses, caméra de recul, peinture métallisée par exemple, un certain nombre d'équipements pour finalement un prix plus contenu que si vous additionniez le prix séparément de chacune de ces options. Donc avec un avantage client qui va de 500, 1000, 1500 euros selon les options. Et puis on fait ça à peu près à tous les niveaux de gamme. On a par exemple aussi désormais une gamme qui va venir s'appeler Plus, qui va venir coiffer un certain nombre de finitions sur notamment notre grand SUV Kodiaq Plus, qui va venir vraiment prendre tous les équipements d'une voiture très haut de gamme pour le prix le meilleur possible, le rapport prix-équipement le meilleur possible. Alors parmi les voitures électriques de la gamme Skoda, les Enyaq RS et Enyaq, parce qu'il me surveille, et Enyaq Coupé RS sont les dernières arrivées. Elles ont déjà une accélération phénoménale, on peut le dire, avec 340 chevaux. Ouais, 340 chevaux, moins de 6 secondes pour le 0 à 100. Donc c'est quand même assez phénoménal. C'est des performances de super sportives. Oui. En réalité, effectivement, avec un confort, avec un silence, évidemment, et effectivement, 4 roues motrices. Ça aussi, c'est important. Toutes nos finitions RS sur les gammes Enyaq et Elroq disposent de 4 roues motrices. Donc on sacrifie rien et surtout pas la sécurité et le plaisir de conduite, bien sûr. Alors il y a aussi autre chose, un immense succès, c'est bien pour les 130 ans, la Fabia qui a passé les 5 millions d'exemplaires vendus depuis 1999, c'est-à-dire un tout petit peu plus d'un quart de siècle. Comment s'explique ce succès colossal de la Fabia? Je vais pas citer une marque concurrente, mais au départ c'est la plateforme de la Polo. Ouais, Fabia, même si c'est le même groupe. Fabia, alors oui, on peut pas cacher notre parenté au groupe Volkswagen, évidemment. Ça, c'est clair. Et puis c'est de notoriété publique, c'est pas un secret industriel. Mieux, bien sûr. Fabia, c'est un immense succès parce que évidemment, c'est un produit qui illustre finalement tout le savoir-faire de Skoda ou de Skoda. Moi, je vous le fais en tchèque. C'est finalement un véhicule. Donc c'est pas un tchèque sans provision, ça va. Non, ça c'est pas validé. Donc voilà, c'est finalement une petite berline urbaine, mais pas seulement, parce qu'effectivement aujourd'hui on peut aller partout avec une Fabia qui offre beaucoup d'espace pour sa catégorie, qui offre un grand coffre, qui offre pléthore d'équipements, qui a su évoluer avec les années. On a vraiment aujourd'hui un véhicule 4 générations en tout, effectivement. Est-ce qu'il y a un point commun entre la toute dernière et la toute première aujourd'hui, ou est-ce que finalement les véhicules ne se ressemblent plus du tout? Je prends par exemple, si vous avez des concurrents français comme la marque Losange, certains véhicules portent toujours le nom de ceux de la fin des années 90, mais il y a quasiment plus rien de commun. Alors, bon, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de choses en commun entre une Fabia de 2025 et la première génération. Évidemment, les voitures, nos véhicules ont énormément évolué, que ce soit en termes de design, en termes de qualité de finition, en termes bien évidemment de sécurité active, passive, tous les équipements. Donc non, il y a plus grand chose de commun. Seul le nom reste parce qu'on est fier de ses origines, on est fier de ce nom. Et moi, j'ai traversé l'Europe il y a pratiquement 20 ans avec une Felicia à l'époque. Ouais. Voilà, donc un peu plus de 20 ans. Donc moi, j'étais prédestiné à cette marque. Et je peux vous dire que voilà, il n'y a pas grand-chose de commun entre une Felicia de l'époque ou une Scala d'aujourd'hui, par exemple. C'est sûr. Mais alors, qu'est-ce qui fait justement qu'une marque comme Skoda décide de garder le nom qui était celui du véhicule il y a 26 ans, par exemple, alors même que les véhicules se ressemblent plus beaucoup? Il y a un moment où il y a forcément une réunion où vous vous dites, est-ce que cette nouvelle version, je la rebaptise, ou est-ce que ça reste une Fabia? Non, c'est l'attachement des clients. L'attachement des clients, et puis on se rend compte que finalement ça fonctionne. On a effectivement un naming ou effectivement de noms comme ça, de longue tradition. Vous savez, la première superbe, elle est née finalement pratiquement au début de l'histoire de Skoda, il y a 125 ans, je dirais. Donc évidemment, vous voyez, on a toujours le nom aujourd'hui. Donc finalement, on est assez fidèle. C'est un peu la marque de fabrique de Skoda. C'est finalement une continuité permanente. On continue toujours à évoluer. On change en profondeur la technique, on prend le meilleur de la technologie du groupe auquel nous appartenons, mais finalement, on reste aussi assez fidèle à nos basiques. Alors, les basiques, justement, c'est la tradition du vélo. Faut qu'on y vienne, puisque vous aviez commencé par ça. On va terminer par ça, parce que c'est le Tour de France. Mais dans un mois, pile poil, le départ à Lille, le 5 juillet prochain. Alors, Skoda est partenaire depuis assez longtemps maintenant. Comment est né ce partenariat ?
Ce partenariat, il est né, moi j'étais pas évidemment encore dans la marque, il est né effectivement il y a plus de 20 ans, c'est une belle histoire, il est né je crois au départ d'une initiative française et puis finalement il s'est construit, il s'est consolidé avec la maison mère, notre maison mère Amlada Boleslav qui a repris ce partenariat. Et effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans l'histoire du sport et des partenariats entre les marques et le sport, il n'y a pas beaucoup de partenariats qui durent sur d'aussi longues périodes. Donc, on est évidemment super honoré d'être reconduit par le Tour de France sur ce beau partenariat qui, évidemment, puisqu'on est français et qu'on a cette chance que cette belle épreuve se déroule sur nos routes, c'est une fantastique vitrine pour nous en France et pour la marque en général à l'international. Et il y a un double partenariat, les véhicules de la caravane et le maillot vert. Alors, pour reprendre Jean-Marie, c'est le meilleur sprinter en général, mais en fait c'est le gagnant du Tour au point par rapport au nombre de points marqués, mais c'est 99 fois sur 100 un sprinter qui le gagne. Pourquoi ce partenariat avec le maillot vert ? Est-ce que le vert nous va pas mal. Vous l'avez peut-être remarqué. Non, mais parce que les voitures, on les voit sur les caravanes dans le monde entier. Mais pourquoi le maillot vert plus que le maillot à pois, par exemple ? Parce que je pense que l'histoire s'est faite comme ça, et puis parce que finalement le vert nous va si bien. La marque Skoda, c'est une marque verte. On peut faire plaisir à Jean-Marie, elle est les verts, comme il est supporter de Saint-Étienne. Écoutez, on pourrait, voilà. Mais vous avez misé sur la vitesse, tout simplement, parce que c'est souvent la vitesse sur le maillot vert, et c'est là-dessus, en tout cas, et c'est aussi une image que vous avez voulu. Exactement. D'abord, c'est une image. C'est effectivement le sprint, c'est une des plus belles disciplines dans le sport cycliste. Quand on voit l'accélération de ces hommes à 300, 400 c'est souvent les plus costauds aussi sur le Tour de France. Les plus costauds, et puis on voit des nouvelles générations de sprinteurs qui arrivent quand même à passer l'école. Et donc votre favori, c'est qui ? Je vous avais dit que vous y passeriez à un moment, faut vous lâcher. Je crois qu'ils sont nombreux. Moi, je vais plutôt parler du vainqueur de l'année dernière. Moi, je trouve que le symbole du vainqueur de l'année dernière, avec ce maillot vert sur les épaules de Girmay, c'était quelque chose de fantastique. La première fois qu'un coureur africain porte ce maillot vert. Vous avez vu les images de Liès dans son pays d'origine. C'était assez magique. C'était vraiment un symbole. C'est le symbole que le cyclisme s'ouvre finalement au monde entier, et ça nous va très bien, parce que finalement on a beaucoup parlé de lui sur tous les continents. C'est génial. Et vous avez surtout 2 ambassadeurs prestigieux, Bernard Hinault qu'on ne présente plus, 5 fois vainqueur du Tour, le dernier vainqueur français, ça fait 40 ans cette année quand même, ce serait bien qu'un Français gagne, non ? Et Andy Schleck, le vainqueur du Tour 2010 luxembourgeois. Ouais, moi, chaque fois que je parle à ces personnes, je vis un rêve éveillé, parce que comme tout passionné de sport, effectivement, le plaisir d'échanger avec Bernard Hinault, qui a toujours un regard aussi acéré sur son sport, sur les générations de cyclistes aujourd'hui, sur les techniques, sur l'évolution, tout ça, c'est toujours passionnant. Et puis Andy Schleck, un grand champion, avec vraiment une human touch, quelque chose en tout cas de très humain, toujours au contact, hyper sympa. Puis c'était une histoire de famille en plus. Une histoire de famille, donc c'est des ambassadeurs qui collent bien aux valeurs de la marque Skoda. Mais écoutez, merci d'être venu en parler. Merci beaucoup, Julien Bessière, directeur de Skoda. J'ai bien dit Skoda France. Exactement. Avec un petit accent rond sur le S pour dire Skoda comme chez les Tchèques. Comme on est en période de tennis, il y avait un très grand tennisman tchécoslovaque qui s'appelait Jan Kodeš dans les années 70 avec le petit bitonio au-dessus du S. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Allez, vous savez quoi ? Dans un instant, on va vous expliquer comment recharger votre Skoda Elroq. Écoutez bien, ça va vous aider. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et nous sommes en compagnie d'Alain Roland, fondateur de Station E et président des banques de recharge et Mobiliance. Bonsoir. Bonsoir. Ah, le micro est pas ouvert. Maintenant, on a compris que vous avez dit bonsoir. Bonsoir là, à vous. C'est bon. Et bienvenue à vous, surtout sur Sud Radio. On est ravis de vous avoir. On parle de Station E à peu près toutes les semaines. Et là, vous allez nous parler d'un événement. C'est un salon. Ça s'appelle Drive to Zero. Zero comme les émissions, j'imagine. Zéro émission. Zéro émission. Alors, justement, ça s'est passé porte de Versailles. C'était de la décarbonation. On a parlé de quoi ? Alors, sur les 2 jours, on parlait surtout de la loi d'orientation de mobilité. Il y avait beaucoup de fournisseurs, de chargeurs. C'était assez effervescent hier. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus calme, mais avec
Beaucoup de business, donc ça c'est bien. Oui, business, c'est c'est-à-dire pas trop de monde. vous avez trouvé des nouveaux clients, entreprises qui sur place font des accords. Voilà. Donc nous, par exemple, on achète des chargeurs français et donc, eh bien, on rencontre des entrepreneurs qui sont pas forcément sur la région parisienne. Est-ce que la décarbonation, ça accélère? Oui. En ce moment, c'est vrai qu'il y a un peu des messages avec un petit ralentissement, mais on voit bien quand même qu'au niveau des industriels, il y a toujours de la confiance. D'accord. Le gouvernement a annoncé 400 000 bornes. Une paille, gros investissement en vue. À combien évaluez-vous ces investissements, Alain Roland? Alors, l'évaluation qu'on en fait, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Alors, oui, c'est fait quand même une jolie somme. Il y en a quand même déjà 168 000, donc il faut en rajouter un peu, mais il faudra remplacer une grosse partie de ceux qui existent parce que ils datent. Pourquoi? C'est quoi la durée? C'est combien la durée de vie d'une borne? On n'a aucune idée. C'est des équipements électroniques, donc en fonction. En plus, il y a eu des générations, c'était un peu nouveau, donc maintenant c'est des produits qui évoluent un peu comme les ordinateurs à l'époque, un peu vite. Donc maintenant, ceux-là, il faut en remplacer les 2 tiers, je pense. Vous êtes en train de me dire, attendez, si je fais le calcul, on en a installé 168 000, il va falloir en remplacer quoi, 120 000 en plus? Nous, on pense que c'est une centaine de milliers. Maintenant, c'est un chiffre qui est assez solide, et puis c'est quand? Parce qu'il faut de l'argent. Donc il faut 10 milliards, et ces 10 milliards, il faut des entreprises qui investissent. Oui. Voilà. Et est-ce qu'elles le font bien en ce moment? Ça se passe bien? Oui, on est en observation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de la communication. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut maintenant bien communiquer pour que la mobilité électrique ce soit une amélioration de la vie et pas une contrainte. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu tendance des fois à se dire est-ce qu'il y a assez de bornes? Aujourd'hui, il y a largement assez de bornes pour pouvoir circuler. Bon, il n'y a pas que des bornes, il y a des stations aussi, puisque Station E continue à se développer. Vous en êtes à 500 stations. D'abord, ça ressemble à quoi une station de Station E? Alors déjà il y a un chargeur électrique pour les voitures, et puis on a à côté un équipement qui permet d'accueillir des équipements télécoms pour amener du haut débit, notamment dans les petites villes, les petits villages qui en manquent. Et puis les casiers connectés pour la décarbonation. On veut pas que le dernier kilomètre, on veut pas que les petits camions aillent partout. Donc on met des casiers de pick-up, Amazon, Vinted sur nos stations. On doit avoir à peu près, quand on est dans les zones un peu peuplées, on a presque 60% de sites qui sont équipés des casiers. Et puis on aide aussi d'autres startups qui font des capteurs de pollen, et donc on vient les mettre sur nos stations pour leurs applications. Capteurs de pollen. Pour les allergiques. Moi je suis pas allergique, mais vous mettez des capteurs de pollen sur vos stations Station E. Alors c'est pas nos équipements, mais c'est les partenaires. On pourrait mettre des capteurs de particules, des capteurs de bruit. Donc c'est grâce à vous que je sais que je vais tousser demain, quoi, par exemple. C'est au futur. C'est un peu ça. Au futur. Oui, c'est ça qui m'intéresse, pourquoi pas. Tu tousseras, nous tousserons. Voilà. Et nous tousserons tous, mais à l'électrique et sans trop émettre. C'est le plus important. Et qu'est-ce que vous allez faire pour accélérer encore le déploiement? Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, moi, je pousse aujourd'hui, c'est déjà chez Station E, on continue à faire nos investissements importants. Moi, je suis plutôt pour le maillage territorial avec plein de petites stations plutôt que de mettre des grands hubs qui sont très bien déployés par des collègues. Et on travaille beaucoup, ce qu'on appelle sur l'itinérance, donc un peu comme on connaît dans la téléphonie mobile, on fait du roaming. Donc on fait des accords. Ça. Alors nous, on a un badge qui s'appelle Station E, évidemment, qui est offert, on peut le commander en ligne. Quand on le reçoit, on va pouvoir l'utiliser sur tous les réseaux français. Donc ça veut dire que je suis abonné Station E, mais je peux aller recharger chez le concurrent. Exactement. Par exemple, ceux qui ont notre carte aujourd'hui, eh bien, ils font pratiquement autant de charges chez nous que sur des réseaux de collègues. Alors, question importante, vous avez dit roaming. Roaming, le vague souvenir que j'en ai, c'est ce que je payais sur ma facture de téléphone quand j'oubliais de débrancher mes données cellulaires et que j'atterrissais à l'étranger. Est-ce que ça me coûte plus cher de recharger chez le concurrent avec ma carte Station E? Les souvenirs émus du Nokia 3310 de Jean-Marie Bordry. On sent un certain traumatisme. Non, mais c'est que, non, en fait, d'abord, quand on a la carte Station E, chez Station E, on va payer pour ceux qui sont à l'essence encore, on va payer à peu près 70 centimes le litre d'essence, donc c'est vraiment pas cher. Et puis quand on va aller ailleurs, on ne prend pas de marge sur le réseau des collègues parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Et c'est une démarche citoyenne pour que tout le monde adopte la carte. Et puis nos chargeurs, on reçoit toutes les cartes. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle carte de collègue peut venir sur nos chargeurs, et on a le TPE parce que ceux qui n'ont ni carte ni rien, c'est quoi le TPE? Avec la carte de crédit. Alors le TPE, c'est le terminal de paiement. Terminal contact, de paiement électronique. Voilà. Donc c'est parfait. Alors Alain Roland, vous connaît bien, vous avez beaucoup d'humour. Maxime, quand il a dit que vous reveniez du salon du zéro émission, il dit mais j'espère que le zéro émission ne va pas nous faire disparaître. Vous voulez pas faire disparaître, vous roulez la France. Il a de l'humour, notre. Merci à vous. Et puis à bientôt. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com.
Allez, tout de suite, on passe à quelque chose auquel tout automobiliste qui se respecte doit passer, le contrôle technique. À quelle fréquence on est censé le faire? Tiens, on va en parler aussi avec notre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Joël Sanseigne. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, président du métier contrôle technique chez Mobiliance. Vous aussi. D'abord, c'est quoi d'ailleurs les règles? Rappelez-nous, on passe tous les combien au contrôle technique en fonction de l'âge de notre véhicule? Alors, ça dépend aussi de votre véhicule. Alors, en général, pour l'automobiliste, il passe à partir de 4 ans, tous les 2 ans. Ah oui. Et ça, c'est la règle. En France, voilà. Faut-il le passer annuellement? Faut-il passer tous les ans au contrôle technique? C'est la question qu'on va se poser avec vous. Et que se pose l'Europe, a priori? Alors, l'Europe a sorti une nouvelle directive, oui, qui fait un petit peu causer. Alors, l'annualisation, elle ne se ferait qu'à partir de 10 ans, pas avant, ce que souhaite l'Europe. Aujourd'hui, on a quand même, je crois, plus de 16 pays européens qui passent déjà le contrôle tous les ans à partir de 10 ans. D'accord. C'est pas précurseur. Alors, ce serait quoi l'intérêt de le passer tous les ans à partir de 10 ans pour le véhicule, pour l'âge du véhicule? Alors, pourquoi on demande de passer un petit peu plus de contrôle technique? C'est pas compliqué. C'est parce que on constate que le taux de contre-visite sur les véhicules de 10 ans, nous on l'avait constaté déjà depuis longtemps avec Mobiliance et les réseaux de contrôle technique, ça explose après 10 ans. C'est-à-dire qu'on est à plus de 30% de contre-visite sur des véhicules de plus de 10 ans. De 30%, vous m'avez dit quasiment un contrôle technique sur 3 nécessite de repasser vous voir parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que vous avez des données sur, à partir de 10 ans, j'entends, ce qui fait qu'on est obligé d'y repasser? C'est quoi la cause en général de ces contre-visites? Alors il y a plein de petites choses. Il y a les pneumatiques, le freinage, la pollution, les phares. Les phares, voilà, tout ce qui est éclairage, toutes des choses de sécurité, tous des points de sécurité. Oui, donc ça c'est le plus important. Alors les pneumatiques, c'est facile de vérifier avant de passer vous voir. On doit vérifier. Clair. On ne doit pas être arrivé au témoin de ces pneus. Moi, par exemple, je viens de commander mes 2 nouveaux pneus avant de passer au contrôle technique dans 2 semaines. Sinon, j'étais sûr d'avoir une contre-visite. C'est important, donc faut le faire. C'est très bien, c'est sage. Voilà, il y a le témoin, il y a les dimensions, il peut y avoir une déformation sur le pneu, il peut y avoir une coupure. Voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent naître en contre-visite pneumatique. Bon, maintenant j'ai une autre question très terre à terre. Oh, pardonnez-moi, mon cher Philippe. Si on imagine qu'on passe au contrôle technique tous les ans, à partir de 10 ans, est-ce que dans ce cas-là, on peut espérer qu'au moins le contrôle technique soit moins cher? Après tout, si je dois passer vous voir tous les ans au lieu de passer vous voir tous les 2 ans, j'espère moitié tarif, mais est-ce que c'est faisable pour vous techniquement? Alors, techniquement, on mettra une carte de fidélité en place, si vous voulez. Ouais. Bon, d'accord, mais c'est pas une pizza offerte que je suis venu chercher. Donc, concrètement, est-ce que c'est faisable ou pas? Parce que j'imagine que si vous le passez tous les ans, vous allez vérifier exactement les mêmes choses? Oui, on fera du contrôle complet. Donc, non, je pense pas qu'il y aura des... Après, c'est la concurrence. Ce sera, je veux dire, le fonctionnement des centres, des amortissements qui pourront baisser des coûts avoir une meilleure rentabilité et faire des coûts plus intéressants pour les contrôles, mais le contrôle sera le même. L'avantage surtout de tous les ans, c'est que ça nécessite un entretien préventif. C'est-à-dire que 2 ans, c'est trop long, et on voit que l'auto se dégrade pendant ces 2 années. Alors qu'au bout d'1 an, on aurait moins, donc ça nous coûterait moins cher en fait, puisqu'il y aura moins de réparations qui coûtent cher. Et on entretiendrait davantage. Et le coût d'un contrôle technique, c'est combien en moyenne? On est autour des 80 €. Ouais, 80 €. Quand tout est conforme, parce que sinon il y a une contre-visite. Oui. La contre-visite, c'est 80 par 2. Non, pas complètement. Non, la contre-visite c'est moins, c'est entre 30 €, 40 € suivant. Vous voyez, c'est un bon élève, c'est la preuve qu'il en a jamais eu, lui. Vous voyez, alors que moi, oui, c'est comme ça. Et moi, c'était les phares. En plus, ça aurait pu servir. J'aurais dû m'en apercevoir. Et pourtant, vous êtes une lumière. Oui, ça doit être ça. Merci beaucoup. En tout cas, Joël Sanseigne. On reprendra de vos nouvelles d'ailleurs, parce que tous les Français y passent. En tout cas, tous ceux qui roulent, ils doivent y passer au contrôle technique. Et on le rappellera jamais assez. Non, c'est pas que une corvée, même si on prend rendez-vous, c'est pour votre sécurité. Et ça, c'est le plus important. Votre sécurité et celle des autres usagers. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va parler des zones à faible émission. Elles ont été supprimées par les députés, mais est-ce qu'elles peuvent revenir par la fenêtre? Vous verrez que les artisans de l'automobile, eux, ils ne baissent pas leur garde. Les 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio.
avec Sud Radio. Merci pour vos émissions qui sont super, qu'on adore écouter. Et grâce à vous, on est très bien informé sur l'actualité sportive et en particulier le rugby. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et nous avons le plaisir de recevoir Robert Bassols, président de la FNA, la Fédération Nationale de l'Automobile. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Merci à vous, parce que recevoir. quand on parle des vraies voix qui font rouler la France, c'est surtout quand cette France a le droit de rouler. Eh bien, figurez-vous que depuis la suppression des zones à faible émission, on se dit qu'on pourra rouler plus facilement un peu partout. Sauf qu'est-ce que les ZFE risquent de revenir? C'est de ça qu'on va parler avec vous, mon cher Robert Bassols. D'abord, j'imagine, vous allez le redire, mais on vous a pas encore eu sur Sud Radio, la suppression des zones à faible émission votée par l'Assemblée nationale. Pour vous, c'était une victoire. Ben, c'est une victoire en tout cas, c'est salutaire pour la transition écologique et socialement équitable. La Fédération nationale de l'automobile salue cette décision forte prise par l'Assemblée, puisque on est quand même tous OK pour que se rendre compte que c'est un engagement constant pour une transition juste. On ne peut pas continuer comme ça, et depuis l'instauration des premières ZFE, la FNA a porté la voix des professionnels de terrain en première ligne justement face aux difficultés des usagers et aux injonctions inapplicables. C'est un mot pour qu'on le rappelle d'ailleurs, Fédération nationale de l'automobile. Qui est-ce qui regroupe la FNA? En gros, c'est qui vos adhérents? Ben, surtout les artisans de l'automobile, c'est-à-dire que toute la filière aval de l'automobile, les mécaniciens, les garagistes bien sûr, mais aussi les auto-écoles, mais aussi les démolisseurs, mais aussi les dépanneurs, etc. Dont la filière aval. Ouais, dont un certain nombre se trouvaient dans les fameuses zones à faible émission. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez même plus le droit avec de vieux véhicules d'aller chez vos adhérents. Non seulement on n'avait plus le droit avec des vieux véhicules, mais même avec des véhicules relativement récents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on interdisait tous les véhicules de critère 2, c'est-à-dire des diesels, oui. Il faut savoir que la plupart des véhicules des artisans sont des diesels. Des diesels, forcément. Parce qu'on ne connaît pas encore, on n'a pas encore la capacité, je dirais, de réaliser des superbes diesels, des superbes véhicules dans d'autres énergies, en tout cas en véhicules légers, lourds légers, quoi, c'est-à-dire des véhicules utilitaires. Alors, voilà. Pour le gouvernement, on pense en particulier à Agnès Pannier-Runacher ou encore la mairie de Lyon, beaucoup dénoncent un vote démagogique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre, Robert Bassols? Ben, moi, j'ai plutôt dire que c'est un vote qui doit être confirmé, parce que pour moi c'est un vote qui est une transition écologique qui n'oublie personne, parce que justement les ZFE, ça a oublié trop de monde, ont laissé à peu près 40% des automobilistes dans l'incapacité de pouvoir se déplacer, surtout dans les zones urbaines, mais dans les zones périurbaines, et imaginez donc en plus dans les zones rurales, ça devenait complètement inéquitable, et en fait cette loi sur les ZFE, pour moi, c'est antisocial. C'est-à-dire qu'on a oublié pratiquement la moitié des automobilistes. C'est quand même incroyable. Je veux dire, il faut faire quelque chose pour la planète. On est tous d'accord. Maintenant, c'était peut-être pas la meilleure des décisions. Et quand on prend une décision, si elle n'est pas bonne, il faut savoir la changer. Alors, chose importante, c'était pas les zones à faible émission uniquement sur la planète. C'était aussi un sujet de santé publique. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le diesel qui a été le puni le plus fort. En gros, le diesel émet des particules fines qui sont très nocives pour la santé d'un certain nombre de nos compatriotes. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui souffrent, qui ont des problèmes respiratoires et qui pouvaient légitimement se dire, quand on leur présentait comme ça, que les ZFE c'était pour les protéger? Oui, ça a été fait pour ça. C'est une bonne idée. Simplement que je pense qu'elle devait incarner une réponse forte à cet enjeu de la qualité de l'air, mais qu'elle n'était pas efficace tant qu'on pouvait le dire. C'est-à-dire qu'on vient de se rendre compte quand même que là où elle était en place, elle n'a pas apporté grand-chose. Et le constat, c'est c'est une politique qui a atteint ses limites, si vous voulez. On se rend compte qu'il y a peut-être d'autres solutions qui peuvent aider la qualité de l'air sur des alternatives plus efficaces. Alors vous venez de rencontrer un certain nombre de députés qui vous ont accueilli à l'Assemblée nationale pour vous poser des questions. Qu'est-ce qui est dans l'air du temps à l'Assemblée? Est-ce que les zones à faible émission pourraient revenir sous une nouvelle forme bientôt ou pas? D'abord, le vote n'est pas définitif. Il y a le Conseil constitutionnel, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller contre. Oui, elles peuvent revenir. Mais qu'elles reviennent, pourquoi pas? Mais dans des
qu'elle soit beaucoup moins stricte et beaucoup moins, en tout cas, sectaire, parce que cette qualité de l'air, tout le monde en a besoin, mais il faut que ce soit efficace. Et la qualité de l'air s'améliore depuis plusieurs années, donc grâce aux normes Euro, au renouvellement des parcs et des contrôles techniques, mais des solutions plus justes et efficaces existent. Le diagnostic, l'éco-entretien avec Saint-Gaz qui identifie les surémissions réelles et incite à un entretien ciblé. Ça existe, c'est prévu par la loi depuis 2016, mais sans texte d'application à ce jour. C'est-à-dire que ça a été voté, le renforcement de ce contrôle technique. Qui dit renforcement du contrôle technique ne veut pas dire plus cher. D'ailleurs, c'est un gros problème, le contrôle technique. C'est quelque chose qui est fait pour que justement la qualité de l'air s'améliore, c'est fait pour l'écologie, c'est fait pour l'entretien du véhicule, c'est fait pour ne pas prendre de risques avec des véhicules en mauvais état. Et tout compte fait, c'est devenu un impôt. Ce qui n'est pas vrai. Si on entretient régulièrement son véhicule, si on le fait entretenir comme il faut, et si vraiment les contrôles techniques sont faits avec le 5e gaz qu'on appelle, c'est-à-dire pour l'instant c'est fait avec 4 gaz, et donc il y a un 5e là-dessus qui, comme je vous disais, n'est pas encore appliqué. Mais s'il est fait comme il faut, les véhicules pollueront beaucoup moins, mais pas un peu. C'est-à-dire que dès qu'on rend un véhicule capable d'être au même niveau de pollution que lorsqu'il est sorti d'usine, on le rend beaucoup plus efficace, moins nocif pour la santé et surtout moins cher pour le portefeuille. Un dernier mot, est-ce que vous n'avez pas peur qu'après l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, par exemple, dise non? Oui, le Conseil constitutionnel peut dire non, évidemment, c'est quand même lui qui a le dernier mot. Oui, je pense que ça ne va pas être simple et que risque d'avoir ce problème-là, mais c'est pour ça qu'on rencontre les députés, c'est pour ça que je vais rencontrer les sénateurs pour leur expliquer avec la FNA qu'on doit favoriser les biocarburants, les carburants alternatifs, favoriser l'entretien écologique et le contrôle technique renforcé, et voilà, créer un fonds d'accompagnement, pourquoi pas, il y a d'autres pays qui le font, mais quand je dis l'accompagnement, si le contrôle de la voiture passe au nouveau contrôle technique, pourquoi on n'aurait pas une aide substantielle pour passer ce contrôle? Il ne faut pas multiplier les contrôles, il faut les rendre plus naturels et surtout beaucoup plus proches des véhicules à faible émission, et ils seront à faible émission. Il faut associer l'aval de la filière à la gouvernance des politiques climatiques. C'est tout, c'est ça que je dois leur dire. Merci à nous. Merci beaucoup Robert Bassols, président de la FNA, la Fédération Nationale de l'Automobile. Bonsoir Lionel Rousseau. Et bonsoir les amis. Bienvenue, comment ça va? Quel plaisir de vous voir. Très bien. Est-ce qu'il y a de l'actualité mieux que le tennis français, puisqu'il n'y a plus de Français et de Françaises à Roland-Garros. On nous aurait dit en simple une Française en demi, on aurait signé. On a signé de toute manière et bravo à Louise Boisson. Mais nous parlons football ce soir évidemment, comme chaque jeudi sur l'antenne de Sud Radio, avec le match de Ligue des Nations, la demi-finale entre l'Espagne et la France. Ce sera l'une des thématiques d'ailleurs de notre émission. Y a-t-il un match dans le match entre Dembélé et Lamine Yamal pour l'obtention du Ballon d'Or ce soir? Oui. On vous donnera toutes les clés évidemment pour bien suivre cette rencontre. Et un autre pour Kylian Mbappé qui viserait peut-être une place sur le podium du Ballon d'Or. Pourquoi pas? Pour qui Je passe sous un tunnel. Et puis nous évoquerons aussi le match qui fait encore couler beaucoup d'encre et beaucoup parler à Paris, dans toute la France et dans toute l'Europe, la finale de la Ligue des Champions, en se posant cette question, parce qu'il y a plusieurs thèses qui ont été échafaudées. Pourquoi l'Inter était si faible en finale? À tout à l'heure. Vous saurez tout, bonne soirée.